Chapitre 13. Un rendez-vous inattendu. Diggory! Fledge! Réveillez-vous! Hurlait la voix de Polly. Ça a marché! Il s'est transformé en arbre à caramel! La matinée est superbe! Le soleil du matin, encore bas, rayonnait à travers les bois. La rosée et les toiles d'araignée formaient un voile d'argent couvrant l'herbe alentour. À leurs pieds se dressait un arbrisseau au bois très sombre, de la taille d'un pommier, couvert de petits fruits bruns qui ressemblaient à des dattes. Il avait des feuilles blanchâtres, comme du papier, ou comme cette plante que l'on appelle monnaie du pape. Fantastique! S'écria Diggory. Mais j'ai soif. Il faut que j'aille boire un peu, ajouta-t-il avant de courir vers le fleuve à travers les buissons en fleurs. Vous vous êtes déjà baigné dans un torrent de montagnes, dévalant sur un lit de pierres rouges, bleues et jaunes, qui se réfléchissent à la lumière du soleil. C'est aussi bon qu'un bain de mer, sinon meilleur. Diggory eut beau se rhabiller sans pouvoir se sécher, cela en valait vraiment la peine. Quand il revint, Polly descendit à son tour prendre un bain. Du moins, c'est ce qu'elle prétendit, car nous savons qu'elle n'aimait pas beaucoup nager, et nous ferions peut-être mieux de ne pas poser trop de questions. Puis ce fut le tour de Fledge, qui se contenta de rester debout au milieu du courant, en se penchant pour boire de longues gorgées d'eau fraîche, avant de secouer sa crinière en hennissant. Polly et Diggory décidèrent alors de s'attaquer à l'arbre à caramel. Les fruits étaient délicieux, mais ce n'était pas exactement des caramels. C'était quelque chose qui s'en approchait, plus doux, plus juteux. Même Fledge en essaya un, et il aimait bien, mais à cette heure de la matinée, il préférait l'herbe. Enfin, non sans quelques difficultés, les enfants remontèrent sur son dos, et le second voyage commença. C'était encore mieux que la veille, non seulement parce qu'ils se sentaient frais et dispos, mais parce qu'ils avaient le soleil dans le dos, et tout a toujours l'air plus beau quand l'éclairage vient de l'arrière. La chevauchée était extraordinaire. Les plus hautes montagnes apparaissaient partout autour d'eux. Les vallées étaient si verdoyantes et les torrents des glaciers si bleus qu'ils avaient l'impression de survoler d'immenses pierres précieuses. Ils auraient bien fait durer ce voyage plus longtemps, mais bientôt ils se mirent à humer l'air, en s'interrogeant. « Qu'est-ce que c'est? Toi aussi, t'as senti quelque chose? D'où ça vient? » Un parfum céleste, un doux arôme doré qui semblait se dégager des fleurs et des fruits les plus exquis du monde montait jusqu'à eux dont on ne savait tout. « Ça vient de la vallée en face, avec le lac !» s'écria Fledge. « Sûrement, répondit Diggory. « Oui, regardez, la colline verte qui s'élève de l'autre côté. Vous avez vu comme l'eau est bleue? »« Ce doit être là, » firent-ils tous en chœur, alors que Fledge commençait sa descente circulaire au milieu des pics glacés. La température de l'air se réchauffait, et l'atmosphère devenait de plus en plus douce, si douce que vous aviez presque les larmes aux yeux. À présent, Fledge planait, ses immenses ailes déployées et immobiles, tâtonnant l'air avec ses sabots à l'approche du sol. La colline verte se rapprochait à une vitesse vertigineuse, et très vite le cheval se posa, tant bien que mal, sur son flanc. Les deux enfants se laissèrent tomber avec souplesse, sur un tapis d'herbe tiède et moelleuse, avant de se relever, à bout de souffle. Ils étaient à peu près aux 3/4 du sommet de la colline. Aussitôt, ils se mirent à grimper. Heureusement pour lui, Fledge pouvait utiliser ses ailes pour tenir en équilibre, en donnant de temps à autre un petit coup. Le sommet était entouré d'un haut mur de tourbes vertes, à l'intérieur duquel poussaient des arbres dont les branches dépassaient, et les feuilles s'irisaient de nuances vert, bleu et argent suivant la direction du vent. Nos voyageurs firent presque tout le tour du mur de verdure, avant de découvrir de hautes portes en or, entièrement fermées, qui faisaient face à l'est. Jusqu'ici, je pense que Fledge et Polly avaient l'intention d'entrer avec Diggory, mais ils changèrent d'avis. Il suffisait d'un seul coup d'œil pour comprendre que ce jardin appartenait à un étranger, que c'était une propriété entièrement privée. Il aurait fallu être fou pour songer à y entrer sans avoir été investi d'une mission spéciale.
Diggory avait également compris que ses amis ne voulaient ni ne pouvaient entrer. Aussi s'avança-t-il vers les portes, seul. Plus près, il vit une inscription gravée en lettres d'argent sur la surface en or, qui disait à peu près ceci. « Avance sous ces portes d'or, ou n'avance pas. Cueille un de mes fruits pour autrui, sinon abstiens-toi. Car qui vole, ou dans mon enceinte fait un pas, assouvira le désir de son cœur et trouvera le désespoir. » Cueille un de mes fruits pour autrui, répéta Diggory. Bon, c'est ce que je vais faire. J'imagine que cela veut dire que moi, je n'ai pas le droit d'en manger. En revanche, je me demande ce que signifie le laïus de la dernière ligne. Avance sous ces portes d'or. Évidemment, personne n'irait escalader le mur s'il savait qu'il pouvait entrer par les portes. Mais comment est-ce qu'elles s'ouvrent? À l'instant même, il posa la main sur les portes et celles-ci s'ouvrirent automatiquement, pivotant sur leurs gonds, sans le moindre grincement. Diggory entra d'un pas solennel, l'œil aux aguets. Un silence absolu régnait. Une fontaine se dressait au milieu du jardin, dont l'eau coulait avec un imperceptible bruissement. Le même parfum exquis embaumait l'atmosphère. Tout dégageait une impression de bonheur, mais de bonheur grave. Il reconnut immédiatement l'arbre, non seulement parce qu'il était exactement au centre du jardin, mais parce qu'il était couvert de grosses pommes argentées, dont l'éclat illuminait même les niches les plus reculées que les rayons du soleil n'atteignaient pas. Il se dirigea vers l'arbre et cueillit une pomme, qu'il ne put s'empêcher d'examiner et de humer, avant de la mettre dans la poche intérieure de sa veste. Hélas, il n'aurait jamais dû. Aussitôt, il fut en proie à une soif et une faim irrésistibles, et un irrésistible goût, un irrésistible désir de goûter le fruit. Le jardin était plein de pommes. Que pouvait-il avoir de mal à les goûter, pensait-il. Après tout, l'inscription sur les portes n'était pas un ordre, juste un conseil. Et qui se soucie de suivre un conseil? Et même si c'était un ordre, est-ce que ce serait y désobéir que de manger une pomme? Il avait déjà suivi la recommandation de n'en cueillir une que pour autrui. Tout en réfléchissant, il leva les yeux par hasard vers la cime de l'arbre. Sur la plus haute branche était perché un oiseau magnifique, plus grand qu'un aigle, la poitrine couleur safran, la crête écarlate et la queue pourpre. Il avait l'air endormi, quoique pas tout à fait. L'un de ses yeux était légèrement entr'ouvert. Ce qui prouve bien, expliqua plus tard Diggory à ses amis, qu'on n'est jamais assez prudent dans ces lieux enchantés. On ne sait jamais qui est en train de vous surveiller. De toute façon, je ne pense pas que Diggory aurait cueilli une pomme pour lui. À cette époque, on martelait les enfants de principe, dont le fameux « tu ne voleras point » de façon beaucoup plus systématique qu'aujourd'hui. Enfin, nous ne pouvons pas non plus en être absolument certains. Il est donc sur le point de faire demi-tour, quand il s'arrêta pour jeter un dernier coup d'œil autour de lui. C'est alors qu'il eut un choc épouvantable. Il n'était pas seul. Là, à quelques mètres seulement de lui, se tenait la sorcière, qui venait de jeter un trognon de pomme. Le jus de la pomme, plus foncé que d'habitude, avait laissé une marque effrayante autour de sa bouche. Elle avait dû entrer en escaladant le mur. Elle avait l'air plus puissante et plus fière que jamais, et semblait même triomphante. Cependant, son visage était d'une pâleur mortelle, blanc comme un linge. En la voyant, Diggory comprit le sens de la dernière ligne de l'inscription. La sorcière avait assouvi le désir de son cœur, mais trouvé le désespoir. Son sang ne fit qu'un tour. Il prit ses jambes à son cou et se précipita vers les portes, talonné par la sorcière. À peine était-il sorti que les portes se refermèrent derrière lui. Il eut quelques secondes de répit. Le temps de hurler « Dépêche-toi! Remonte, Polly! Lève-toi, Fledge! » Et la sorcière avait sauté par-dessus le mur et le serrait de près. « Ne bougez pas! » cria Diggory en se retournant face à elle. « Sinon nous disparaissons tous les quatre! Ne faites pas un pas! »
Comme tu es bête, répondit la sorcière. Pourquoi me fuis-tu? Je ne te veux aucun mal, au contraire. Si tu refuses de m'écouter ici, tu risques de rater l'occasion d'accéder à la clé du bonheur éternel. Peut-être, mais je préfère ne rien entendre, répondit Diggory, qui entendit tout. Je sais quelle est ta mission. C'est moi qui rôdais autour de vous la nuit dernière dans les bois. J'ai entendu toutes vos délibérations. Tu viens de cueillir une pomme, tu l'as mise dans ta poche, et tu comptes la rapporter au lion, sans y toucher, afin que lui seul la consomme. Tu n'es pas très malin. Sais-tu de quel fruit il s'agit? Je vais te le dire. Il s'agit de la pomme de jouvence, la pomme de la vie. Je le sais, car je l'ai goûtée, et je sens déjà en moi des signes qui me disent que je ne vieillirai ni ne mourrai jamais. Croque, mon garçon, croque, toi et moi, nous vivrons pour l'éternité et deviendrons rois et reines de ce monde, ou de ton monde, si nous décidons à y retourner. Non, merci, je suis pas sûr d'avoir tellement envie de survivre éternellement à tous les gens que j'aurais connus. Je préfère vivre une durée de vie normale, mourir et aller au paradis. Et ta mère, que soi-disant tu aimes tant? Que vient-elle faire là-dedans? Ne comprends-tu pas, imbécile, qu'un seul morceau de cette pomme la guérirait? La pomme est dans ta poche. Nous sommes seuls. Le lion est à 1000 lieues d'ici. Sers-toi ton pouvoir magique et rentre chez toi. Et en un quart de seconde, tu peux être au chevet de ta mère pour lui offrir le fruit de la guérison. Tu verras, elle reprendra immédiatement des couleurs. Elle dira qu'elle ne ressent plus aucune douleur et qu'elle se sent beaucoup plus forte. Puis elle tombera dans un long sommeil. Pense-y. Un long et doux sommeil naturel, sans souffrance, sans médicaments. Le lendemain, tout le monde s'extasiera devant sa guérison miraculeuse, et très vite, elle sera entièrement rétablie. Tout ira bien. Ta maison retrouvera le bonheur, et tu seras comme les autres petits garçons. Ah! S'exclama Diggory, le souffle coupé, comme s'il avait été blessé, avant de porter la main à son front. Il venait de comprendre qu'il était face à un choix de vie ou de mort. Le lion a-t-il fait quoi que ce soit pour toi qui justifie que tu sois son esclave? Comment pourrait-il t'atteindre une fois que tu seras rentré chez toi? Et que dirait ta mère si elle savait que tu aurais pu la guérir et la rendre à la vie tout en épargnant à ton père un immense chagrin? Si elle savait que tu préfères accomplir une mission pour un animal sauvage venant d'un monde totalement étranger au tien? Je ne pense pas que ce soit un animal sauvage, bredouilla Diggory, la gorge desséchée. Il est... je ne sais plus. Alors c'est pire. Regarde ce qu'il t'a déjà fait. Regarde à quel point il t'a déjà endurci. Voilà ce qui arrive à ceux qui l'écoutent. Tu n'as pas de cœur. Tu es sans pitié. Tu préférerais voir mourir ta propre mère plutôt que... Oh, taisez-vous! Vous croyez que je ne comprends pas? Mais j'ai promis. C'est vrai, mais tu ne savais pas à quoi tu t'engageais. Et personne ne peut t'en empêcher ici. Maman, Diggory articula avec difficulté. Elle n'aimerait sûrement pas. Elle est terriblement à cheval. Elle est terriblement à cheval sur les principes. Ne jamais voler, ce genre de choses. Je suis sûr qu'elle m'interdirait de voler si elle était là. Elle n'en saura rien, dit la sorcière avec une douceur insoupçonnable dans un visage aussi farouche. Tu ne lui diras jamais comment tu t'es procuré la pomme. À ton père non plus, d'ailleurs. Personne chez toi n'a besoin de connaître toute cette histoire. Et tu n'as même pas besoin de rentrer avec la petite fille. Et là, la sorcière commit une erreur fatale. Diggory savait parfaitement que Polly pouvait s'en sortir toute seule, mais la proposition de la sorcière était si lâche qu'à l'instant même, il comprit que tout son raisonnement était creux et faux. Les idées enfin claires, il affirma, d'une voix beaucoup plus posée. Au fond, que venez-vous faire là-dedans? Pourquoi tout à coup cette subite amitié pour ma mère? Qu'est-ce que toute cette histoire a à faire avec vous? À quoi jouez-vous? Un bon point pour toi, Dig! Murmura Polly à son oreille. Allez, viens, fichons le camp immédiatement! Polly n'avait pas osé intervenir jusqu'ici, car il s'agissait de raisons personnelles,
Vous comprenez, ce n'était pas sa mère. « Allez, on remonte !» ajouta Diggory, en l'aidant à s'installer sur le dos de Fledge, avant de grimper en vitesse, tandis que le cheval déployait ses ailes. « Allez, décarpissez, imbéciles !» s'écria la sorcière. « Tu penseras à moi dans quelques années, mon garçon, quand tu seras allongé comme un vieillard à l'agonie. Tu verras, tu t'en mordras les doigts d'avoir refusé ton unique chance d'éternelle jeunesse. Personne ne te proposera plus jamais pareille occasion. » Ils étaient déjà si haut qu'ils l'entendaient à peine. Quant à elle, elle ne perdit pas de temps à les regarder s'éloigner. Bientôt, il prit la direction du nord en descendant la colline. Comme ils étaient partis très tôt le matin et que tout s'était déroulé assez vite dans le jardin, Fledge et Polly pensaient qu'ils arriveraient facilement en Narnia avant la tombée de la nuit. Diggory ne disait pas un mot, et ses deux amis, intimidés, n'osaient pas lui poser de questions. Il était en proie à une profonde tristesse. Il ne savait plus s'il avait fait ce qu'il fallait. Heureusement, dès qu'il se rappelait les larmes d'Aslan, il se sentait rassuré. Fledge vola tout le jour, à un rythme de croisière, sans fatiguer ses ailes, d'abord en direction de l'est, suivant le cours du fleuve, puis à travers les sommets montagneux et au-dessus des collines, de forêts sauvages et de chutes d'eau, puis encore plus bas, là où l'ombre de cet extraordinaire escarpement dominait les bois de Narnia. Enfin, sous un ciel rougeoyant, éclairé par le soleil couchant, il repéra un grand rassemblement près du fleuve et reconnut Aslan au centre. Il descendit en un long vol plané, étendit ses 4 jambes, referma ses ailes et atterrit au petit galop. Les enfants sautèrent, et Diggory vit tous les animaux, les nains, les satyres, les nymphes et les autres créatures reculer pour le laisser passer. Il avança jusqu'à Aslan et lui remit la pomme en disant « Je vous ai rapporté la pomme que vous souhaitiez, monsieur.